Alors, la question qui se pose d'emblée, c'est asile politique ou migration économique. C'est vraiment le cœur du sujet qu'on va aborder aujourd'hui en se penchant sur cette analyse. Une question qui touche au fondement même du droit d'asile. Et attention, accrochez-vous bien, l'analyse démarre avec un chiffre qui fait l'effet d'une bombe. 99%, oui, 99% des demandes d'asile en provenance du Népal seraient en fait complètement fabriquées. C'est énorme. Ça voudrait dire que moins d'1% des demandeurs feraient face à une réelle persécution. Allez, on plonge dans cette analyse qui s'attaque à ce que les auteurs appellent le mythe du réfugié politique népalais. On va voir comment une démarche purement économique arriverait à se déguiser en demande d'asile et surtout quels sont les réseaux qui permettent à ce système de fonctionner. Pour commencer, l'analyse pose ce qu'elle appelle le mythe du réfugié. En gros, elle met en lumière une contradiction fondamentale. D'un côté, il y a la raison officielle de la demande d'asile et de l'autre, la motivation qui serait, tout autre. Voilà, c'est exactement ça. D'un côté, on a le discours officiel. Je fuis la persécution politique dans mon pays. Et de l'autre, la réalité décrite dans les documents. Une motivation purement économique, l'envie d'obtenir une résidence, un permis de travail, bref, une vie meilleure en Occident. Et cette carte, elle montre bien que, selon les sources, on n'est pas face à quelques cas isolés. Non, ce serait une véritable stratégie mondiale utilisée pour infiltrer les marchés du travail aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et même en Australie. Bon, le point central, c'est de comprendre comment cette faille du système est exploitée. Comment est-ce qu'une procédure pensée pour des raisons humanitaires peut être détournée à une si grande échelle? L'analyse décrit un processus en 4 étapes, une sorte de mode d'emploi bien rodé. Première étape, on entre dans le pays, tout à fait légalement, avec un visa de touriste. Deuxième étape, quasi immédiatement, on dépose une demande d'asile. S'enclenche alors une longue, très longue période d'attente administrative, un vrai vide juridique. Et c'est justement ça le but de la manœuvre. Pendant ce temps, on peut obtenir une autorisation de travail temporaire, tout en sachant que la demande d'asile, elle, finira presque toujours par être rejetée. Il y aurait même une autre méthode, la tactique du mariage-divorce. Le principe, d'abord un mariage blanc pour avoir une carte de séjour, suivi d'un divorce express. Puis, on bascule sur une demande d'asile pour essayer de bétonner son statut sur le long terme. En fait, tout ce système s'appuie sur un détournement du droit international. Les grandes conventions mondiales, elles, sont là pour protéger les vrais réfugiés. Mais ici, d'après l'analyse, cette protection est instrumentalisée. En inventant de fausses persécutions, les demandeurs rendent leur expulsion quasi impossible pendant des années. D'accord, mais alors, comment ces histoires de persécution sont-elles montées de toutes pièces? C'est là qu'on découvre la mécanique derrière tout ça, avec des réseaux apparemment très bien organisés. Ces récits de persécution seraient basés sur des scripts, des modèles tout faits, qui sont souvent complètement déconnectés de la situation politique réelle au Népal. L'objectif, c'est de présenter une histoire qui a l'air crédible aux autorités, même si elle est fausse, de A à Z. Et là, on touche à un point absolument crucial de l'analyse. Cette citation le dit très bien. Les migrants ne se lancent pas là-dedans tout seuls. Ils sont lourdement coachés par des réseaux bien établis. Les documents sources mettent en cause des avocats spécialisés en immigration. Apparemment, ils ne se contenteraient pas de donner des conseils, ils fourniraient des trames narratives complètes, des histoires prêtes à l'emploi pour monter des dossiers qui tiennent la route. Évidemment, à force de voir arriver des milliers de dossiers quasi identiques, les autorités ont fini par tiquer. Et ça a déclenché une riposte internationale coordonnée. Les services d'immigration ont fini par comprendre que les histoires racontées sur la situation en Népal ne collaient tout simplement pas avec la réalité. Et cette prise de conscience a entraîné un virage à 180 degrés dans le traitement des dossiers. Du coup, ça a mené à un énorme tour de vis. Les principaux pays de destination se sont coordonnés pour démanteler cette filière asile contre travail. Les contrôles sont devenus bien plus stricts et les fraudeurs poursuivis. Le changement est vraiment radical. Avant, c'était assez souple. Maintenant, on exige des preuves concrètes, tangibles, vérifiables de la persécution. Si on ne les a pas, c'est quasiment automatique, la demande est rejetée et c'est l'expulsion. Mais toute cette répression a fait apparaître un paradoxe assez surprenant, et surtout un coût humain qui va bien au-delà des fraudeurs eux-mêmes. Et voilà le fameux paradoxe. Même avec le durcissement, les contrôles, les expulsions, le nombre de tentatives, lui, n'a pas baissé. C'est la preuve que les raisons économiques sont tellement fortes qu'elles poussent les gens à tenter leur chance, même si les chances de réussite sont devenues quasi nulles. Et c'est peut-être ça le plus important à retenir, le dommage collatéral. Cet abus massif du système finit par saturer les services d'immigration. Et pire encore, il jette le doute sur tout le monde. Il met en danger le tout petit pourcentage de demandeurs qui, eux, fuient peut-être un danger bien réel. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale.
Quand un système qui a été créé pour protéger les plus faibles est détourné de cette manière, comment on fait pour encore protéger ceux qui en ont, eux, un besoin vital?